Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et cette fois-ci on va parler d'une personnalité qui a marqué l'histoire de la ville et une fois n'est pas coutume, eh bien ce n'est pas un Hennebontais, ce n'est pas quelqu'un qui est né, qui a même vécu à Hennebont et qui n'y est même pas mort, puisque j'avais envie de vous parler aujourd'hui de Max Ingrand. Alors Max Ingrand, c'est le maître verrier qui réalise le grand cycle de vitraux de la basilique Notre-Dame de Paradis entre les années 50 et les années 60. Pourquoi parler de lui? Parce que c'est l'un des plus grands maîtres verriers français. Il faut savoir que au cours du XXe siècle, on a un renouveau très très fort dans l'art du vitrail et Max Ingrand fait partie de ceux qui ont œuvré à l'échelle des Gruber, des Pierre Lardin, des Robert Pinsard, enfin tous ces grands maîtres verriers qui ont redonné leur lettre de noblesse au vitrail. Alors, pour ce qui est des vitraux de Notre-Dame de Paradis, il semblerait qu'il y ait eu, dès l'origine du bâtiment, des vitraux. Je dis il semblerait parce qu'on a très très peu de traces d'archives. Les seules mentions que l'on a, et elles datent plutôt du XVIIe siècle, sont des mentions de vitraux représentant des armoiries, et notamment les armoiries des abbesses, puisque eh bien, elles sont, vous savez, l'abbesse de Notre-Dame de Joie, et le recteur primitif de la paroisse, c'est-à-dire que c'est le chef des prêtres d'une certaine manière. Aucune nomination de prêtre ne se fait sans l'aval de l'abbesse, et elles ont usage de poser leurs armoiries en prééminence, c'est-à-dire en partie supérieure, pour pouvoir montrer leur autorité. Donc on sait, grâce à des procès-verbaux du XVIIe siècle, que leurs armoiries sont présentes à Notre-Dame de Paradis. Il n'est pas garanti que l'entièreté des fenêtres ait été garnie. On peut également se trouver avec du vitrail blanc, tout simplement pour des raisons de coût. Il y a quand même de fortes chances qu'on ait eu une verrière évoquant Notre-Dame placée dans le chevet de l'église, c'est-à-dire dans la partie la plus importante, celle qui est juste qui forme. Alors à l'extérieur c'est le chevet et à l'intérieur c'est le chœur. C'est la partie qui est orientée vers l'est, qui reçoit les premières lumières du matin, donc qui a un sens symbolique extrêmement fort, puisque chaque matin, la lumière du soleil revient éclairer le chevet, et on est là à l'image du Christ qui ressuscite, c'est-à-dire qui a vaincu la mort et la nuit, et qui renaît, et qui ramène avec lui la lumière et la vie. Donc probablement qu'à l'intérieur du chœur, on ait eu des baies intéressantes. Donc, pour les parties anciennes, on ne sait pas grand-chose. On a une évocation au XVIIe siècle de la destruction, de la disparition de vitraux à cause des coups de canon qui ont été tirés pour rendre gloire à la naissance de l'héritier du trône qui sera le futur Louis XIV. Vous savez que Louis Dieudonné, comme on l'appelait, était un enfant extrêmement attendu, et à sa naissance, on a fait tirer le canon, comme il était l'usage, et il semblerait que ces tirs et endommager les verrières. Donc on n'a aucune trace des fenêtres. On conserve heureusement des photographies, une campagne de photographie qui avait été réalisée des vitraux de la fin du 19e siècle et du début du 20e, ce sont eux qui sont partis soufflés par les bombes lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1943. On a une bombe qui tombe non loin de la basilique et on sait que les vitraux en pâtissent. Alors, au XIXe siècle, les thèmes principaux étaient surtout des thèmes très liés à l'histoire de la ville d'Hennebont. On avait évidemment une représentation de François Michard sollicitant la création de la basilique. On avait également des représentations des grands personnages hennebontais. Je pense au père de Kerlivio, fondateur de l'hôpital dont on aura l'occasion de parler. On a également le père Ruby, qui était aussi un religieux jésuite extrêmement important. On a une évocation, bien sûr, du vœu, avec une représentation de la statue de Notre-Dame du Vœu. Et puis on a, et c'est l'usage à l'époque, suite à la guerre 14, une très grande verrière où sont représentés les Hennebontais. Alors d'un côté on a les enfants, les femmes et les enfants, et de l'autre côté on a tous les soldats hennebontais. On a un marin, un militaire, et qui évidemment sont en prière devant Notre-Dame du Vœu et Notre-Dame de Joie, pour les remercier de les avoir protégés lors du conflit. Donc des thèmes assez classiques.
Et suite aux destructions, eh bien, le recteur de l'époque va demander à Jacques Gruber, un autre très grand maître verrier, d'établir un programme. Celui-ci ne répondra pas. Et finalement, c'est Max Ingrand qui va avoir l'honneur de réaliser ce programme. Alors, pour pouvoir financer cette reconstruction, il y avait bien sûr les dommages de guerre, et à Hennebont, il y a eu une manipulation qui a été faite, c'est-à-dire que la petite chapelle de la congrégation, qui était une chapelle du XVIIe siècle, qui se trouvait dans la ville close, hein, non loin de l'escalier qui descend de la terrasse de la tour Saint-Nicolas, cette chapelle avait été détruite, et on a demandé, la ville a demandé à ce que l'argent qui était prévu pour ce bâtiment puisse être utilisé pour la création des vitraux. Et donc c'est Max Ingrand qui, si vous me passez l'expression, s'y colle. Hein, c'est lui qui va être en charge de réaliser la collection de verrières pour Notre-Dame de Paradis. Il va pas avoir beaucoup de latitude dans la thématique. On lui demande de respecter peu ou prou ce qui existait avant. On va avoir un cycle sur les grands saints hennebontais, hein, Saint-Gilles, Saint-Caradec. On va également la présence très très importante aussi de l'abbaye de la Joie. On va avoir une verrière entière où on voit Blanche de Champagne fondant l'abbaye Notre-Dame de Joie. On va avoir bien sûr François Michard présentant le plan et recevant les aumônes pour la construction de l'église, hein, qui deviendra la basilique. Donc on a des thèmes qui sont plutôt des thèmes historiques. On a aussi le père Huby et le père de Carlivio qui sont présentés. On a à la place de notre baie de 1914, celle qui évoque 14-18, qui évoque la guerre, on a une grande verrière où on voit le siège d'Hennebont. Alors c'est assez intéressant et assez particulier parce que pour le coup c'est pas un thème c'est pas du tout un thème religieux, hein, puisqu'on y voit la comtesse Jeanne de Flandre, Jeanne la Flamme, présenter son fils et héritier à la foule des Hennebontais abrités derrière les murs de la ville close. Que faut-il voir dans ce message? Est-ce qu'on est encore une fois, très peu de temps après-guerre, on est juste une dizaine d'années, encore un écho de l'image de la résistance que la ville veut montrer, hein, une ville détruite aux 3/4 par les bombardements, mais qui subsiste encore par son patrimoine et par son histoire. Et un des événements de son histoire, c'est bien sûr les actes de bravoure qui auraient été menés par Jeanne de Flandre. Dans le cœur, en revanche, on se concentre sur un cycle marial, évidemment, on est dans une église dédiée à Notre-Dame, donc des représentations de la Vierge avec l'Assomption, avec de l'autre côté une Pietà, où on a la Vierge qui porte sur ses jambes son fils mort. On a un élément intéressant, c'est qu'en bas de chacune de ces verrières, vous avez un petit phylactère, c'est une petite banderole avec un texte, et qui donne le nom des dédicataires, c'est-à-dire des gens qui ont, comme ça s'est fait de tout temps, depuis le Moyen-Âge, eh bien, qui ont payé, donné une part d'argent pour pouvoir réaliser et financer cette verrière. Et puis il y a un petit détail que moi j'aime beaucoup, qui est dans la maîtresse vitre, c'est-à-dire la baie centrale. Hein, eh bien, parmi les apôtres, on a un petit personnage avec un bleu de travail et une casquette. Max Ingrand a voulu faire un clin d'œil aux ouvriers des forges. Hein, on est dans les années 55-60, hein, on sait que les tensions sont vives sur le plan social autour de ces éléments, et il a sans doute voulu mettre un témoignage de cette situation dans les maîtres verrières. Donc la réalisation de Max Ingrand, hein, on peut la voir chaque fois qu'on s'y promène. Elle a peut-être une tonalité un petit peu sombre, avec beaucoup de travail, de peinture. Vous savez que le vitrail, c'est un art de la lumière principalement. Hein, c'est-à-dire que tout simplement, on prend une pièce de verre qui est colorée, et dessus on va appliquer ce qu'on appelle de la grisaille, c'est-à-dire une peinture qui va l'obscurcir. Simplement, quand vous voulez avoir une robe rouge, eh bien on va prendre une pièce de verre rouge et on va dessiner dessus les plis et les ombres qui vont faire qu'une fois que ça passe à la lumière, eh bien la robe apparaît. Hein, donc on n'est vraiment pas dans de la couleur qui est posée
sur un support, mais un support qui porte lui-même la couleur et qui reçoit une peinture. Et ça, c'est extrêmement important parce que portant la couleur, évidemment, il fonctionne totalement avec la lumière extérieure et notamment avec la lumière variable du soleil, des nuages, du jeu de la pluie, etc. Et ce qui nous donne à chaque fois eh bien, une couleur différente, une teinte différente sur cet ensemble. Alors Max Ingrand, hein, je vous l'ai dit, ce grand maître verrier qui avait également travaillé sur les paquebots, hein, notamment en décor, et qui avait également travaillé sur de la lumière. Pardon, sur du luminaire aussi. Donc voilà, c'était une présentation rapide de cet ensemble de vitraux de la basilique que je vous invite bien sûr à aller admirer par vous-même. Et puis, eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon confinement et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.